Bien, nous reprenons nos travaux et je passe donc sans plus attendre la parole à Gwenaëlle Calvez qui envisagera donc les aspects juridiques, handicap et discrimination, ce que dit le droit. Gwenaëlle, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup. Bon, ces aspects juridiques, je dois annoncer d'emblée que je ne vais pas les envisager sous un angle technique. Il ne s'agit pas d'un exposé qui porte sur le contenu des règles qui protègent les personnes handicapées contre la discrimination. Parce que le contenu de ces règles, il nous faudrait beaucoup de temps pour l'aborder. Et au demeurant, l'approche des règles sèches, c'est-à-dire sans application jurisprudentielle, ça ne présente pas un intérêt majeur. Donc ce que je me propose, c'est plutôt de vous présenter le rôle que joue la référence au principe de non-discrimination dans ce droit. Mon prédécesseur, M. Boisvert, signalait que ça ne va pas de soi de parler de droit à propos des personnes handicapées. Plus exactement, c'est une chose récente, nouvelle. Pendant longtemps, il n'en a jamais été question d'aborder sous l'angle des droits la question du handicap. Mais pour la question du droit à ne pas être victime de discrimination, c'est encore plus récent. C'est une démarche supplémentaire qui a été accomplie dans la période récente, et c'est cette approche par la discrimination dont je voudrais vous présenter la genèse. Je me placerai le plus souvent sous l'angle du droit français, puisque je suis partie de l'idée que les Français étaient largement majoritaires dans cette salle, et je n'ai même pas vérifié, en fait, c'est le cas. Oui, je crois bien avoir compris ça. Donc, il me semble que ce qui est intéressant dans le cas français, et c'est vrai pour tous les États membres de l'Union européenne, c'est qu'en fait, depuis une directive de l'Union européenne du 27 novembre 2000, nous avons tous, dans tous nos pays européens, dû faire une sorte de compromis entre deux grandes approches du handicap. D'abord, la première approche, c'est le maintien de politiques spécifiques déployées en direction des personnes handicapées, alors des prestations et des allocations spécialisées, une obligation d'emploi, pour parler clair, des quotas, des emplois réservés qui existent en droit français mais dans la plupart des autres droits européens, des dispositifs institutionnels ad hoc, dans le cas français les maisons départementales des personnes handicapées. Bref, tout ça, c'est l'approche politique spécifique. Et à côté, d'autre part, le droit européen nous impose d'avoir une approche orientée vers la transversalité des politiques publiques, une approche dite intégrée des questions de handicap, doublée de l'affirmation d'un principe de non-discrimination et d'un principe de mise en accessibilité du monde ordinaire, de facilitation de l'accès aux droits et à la vie sociale et publique par les personnes handicapées. Et là, il n'est plus du tout question de spécificité de la politique, de ciblage de la politique. Au contraire, on est dans une approche universaliste et non ciblée. Alors, entre ces deux pôles, celui d'une politique sociale et celui d'une démarche de lutte contre les discriminations, vous avez, depuis la loi notamment de 2005, une zone plus mixte avec le droit à la compensation du handicap, qui est forcément un droit spécifique, puisque les personnes qui n'ont pas de handicap ne peuvent pas faire valoir ce droit à la compensation du handicap, ou l'obligation d'aménagement raisonnable, dont je dirais un mot. En gros, on a des approches, des concepts qui essaient de jeter un pont entre deux demandes des personnes en situation de handicap. Je veux vivre comme tout le monde, demande fondamentale, et demande couplée, j'ai besoin d'être aidé pour vivre comme tout le monde. Et tout l'enjeu, tout le défi du droit contemporain du handicap, c'est d'arriver à répondre à ces deux demandes, que les personnes vivent comme tout le monde et qu'elles soient aidées, malgré tout, quand il le faut, pour vivre comme tout le monde. Alors cette loi, l'état actuel de notre droit, vous le voyez, est traversé, vous avez compris, avec cette petite introduction, est traversé par une approche, par une tension entre une approche du handicap qui consiste à poser qu'il faut aider, assister, protéger les personnes handicapées, et une approche par la non-discrimination, sur laquelle je vais centrer donc mon propos, une approche par la non-discrimination qui considère que les politiques du handicap ne doivent pas avoir pour objet principal les personnes handicapées, mais doivent avoir pour objet principal leur environnement, c'est-à-dire les barrières physiques, culturelles, institutionnelles, normatives, qui s'opposent
à la participation des personnes handicapées à la vie sociale. Donc, vous voyez le changement de perspective de la personne handicapée à son environnement. Et dans un certain nombre d'États membres, cette tension et cette superposition entre plusieurs approches est assez mal vécue. Dans le cas français sur lequel je vais me concentrer, ma question sera donc de savoir comment cette composante ou cette inspiration antidiscriminatoire s'insère, s'acclimate dans un droit traditionnellement marqué par une approche welfariste du handicap, une approche ciblée, une approche centrée sur l'assistance. Alors, avant de me pencher sur le droit français en particulier, mon premier temps sera consacré à développer cette approche antidiscriminatoire du handicap que j'ai présentée rapidement. D'où vient-elle? Quel est son contenu? Qu'est-ce que c'est que cette approche antidiscriminatoire du handicap? Alors, ce paradigme de la protection et de l'émancipation des personnes handicapées par le droit de la non-discrimination a été conceptualisé comme une véritable alternative à l'approche welfariste qui prévalait traditionnellement dans le champ du handicap. Cette entrée par le droit de la non-discrimination, cette approche en termes de droit de la non-discrimination, veut rompre avec une approche précédente qui était paternaliste, en tout cas qui est présentée comme telle. Je ne reprends pas nécessairement à mon compte cette critique, mais l'idée c'est que passer au droit de la non-discrimination, c'est rompre avec cette approche paternaliste qui veut aider, qui veut assister, qui était ségrégationniste, parce qu'elle réservait un traitement spécifique à des populations protégées, qu'elle tend donc à isoler de la vie ordinaire, de la société ordinaire, et puis une approche qui était fondée sur l'idée que les personnes handicapées sont fondamentalement déficientes, et qu'il faut les réadapter à un environnement qui, lui, incarne la normalité. Donc l'approche en termes de handicap, de non-discrimination, veut rompre avec ces trois postulats, paternalisme, approche ségrégationniste et thème de la déficience. L'approche par la non-discrimination a pour principal objet l'environnement des personnes handicapées, d'où le rôle assigné aux législations antidiscriminatoires. D'abord, identifier, démanteler les barrières dressées par les préjugés, l'habitude, la peur, l'indifférence, et permettre, une fois identifiées ces barrières, permettre aux individus d'engager eux-mêmes des actions en justice pour contester la mise à l'écart dont ils font l'objet. Alors, mise à l'écart qui avant était perçue comme normale, naturelle, découlant de l'ordre des choses, mais qui est désormais requalifiée en discrimination. Et comme c'est une discrimination, je vais l'attaquer en justice. C'est une double inspiration qui est condensée dans le slogan américain à la fin des années 60, qui était donc au cœur du mouvement pour la revendication des droits des personnes handicapées. « You've given us your dimes », vous nous avez donné votre argent. « Now give us our rights ». Maintenant, donnez-nous nos droits. C'est en effet aux États-Unis, c'est pour ça qu'on est obligé de le dire en langue anglaise, parce que les origines sont vraiment très américaines, de cette approche par le contentieux, de cette approche par le droit, et nord-américaine. Et c'est cette approche, ces origines nord-américaines que je voudrais commencer par vous présenter. L'approche antidiscriminatoire du handicap a bien été formalisée aux États-Unis, et elle s'est ensuite exportée partout dans le monde. Alors, ces origines aux États-Unis, cette appréhension de la question du handicap sous l'angle du droit de la non-discrimination trouve son origine dans le combat pour les droits civiques des Noirs américains dans les années 1950 et 1960. Bon, vous avez tous entendu parler de ce mouvement historique de lutte contre la ségrégation institutionnelle menée par des organisations de défense des personnes qualifiées de Noirs dans le système américain. Et autour de cette lutte des Noirs américains, immédiatement, on a eu d'autres mouvements d'émancipation qui se sont greffés et qui ont utilisé les mêmes techniques et qui ont visé les mêmes buts. D'abord les femmes, ensuite les homosexuels, et à la fin des années 60, le mouvement des personnes handicapées, le Disability Rights Movement. Donc, de manière très consciente, ce mouvement a pris modèle et a repris des slogans, des techniques du mouvement d'émancipation des Noirs américains. Alors, ce mouvement a été son développement a été facilité à la fin des années 60
par l'augmentation fulgurante du nombre de personnes handicapées dans la société états-unienne. D'abord parce qu'il y avait les anciens combattants du Vietnam qui arrivaient. On a rappelé ce matin l'importance des guerres et des personnes qui reviennent abîmées de la guerre pour ensuite faire admettre, montrer à la société que le problème existe. Là, c'est évidemment la guerre du Vietnam. Et puis aussi, il y avait une grande épidémie de polio dans les années 50 aux États-Unis, avant une épidémie importante qui a laissé un très grand nombre de personnes atteintes de manière consécutive de handicap moteur, plus le fait que les victimes d'accidents de la route, qui se sont développées comme dans toutes les sociétés occidentales dans les années 50, survivaient grâce au progrès de la médecine moderne. Donc bref, on a eu à cette période-là une sorte il y avait un nombre d'individus nés valides, mais devenus handicapés, qui étaient en nombre assez important et qui n'acceptaient pas cette situation et qui ont été les principaux acteurs du Disability Rights Movement. Alors, ils ont engagé les mêmes techniques que les autres groupes, des actions de désobéissance civile, blocage des bus, sitting, boycotts, campagne de presse, donc toutes les grandes techniques de lutte politique expérimentées à cette période-là aux États-Unis. Et ils ont également eu recours à un usage stratégique des tribunaux pour faire reconnaître le caractère discriminatoire de certaines situations perçues comme normales. Et la première grande victoire de ce mouvement devant les tribunaux, c'est en 1971, un arrêt Park v. Pennsylvania, Park étant l'acronyme de Pennsylvania Association for Retarded Children. Donc, les enfants souffrant, on dirait aujourd'hui, d'un handicap intellectuel. Et ce sont les parents, les associations de parents, qui ont fait reconnaître devant le juge l'inconstitutionnalité de la mise à l'écart de ces enfants, le fait qu'ils n'étaient pas admis dans les écoles. Ça a été jugé en 1971 comme contraire à la Constitution. Et toute l'argumentation était entièrement et consciemment modelée sur l'arrêt Brown qui avait été rendu moins de 20 ans auparavant, relatif à la ségrégation raciale. Alors, l'idée était, de même que vous avez dit qu'il était inconstitutionnel de refuser les enfants noirs, de même, je vous demande d'admettre qu'il est inconstitutionnel de refuser les enfants avec un handicap cognitif, intellectuel ou mental. Et ça a marché. Donc, mais on voit très bien l'analogie qui a été développée à ce moment-là. Et l'usage stratégique des tribunaux, de manière assez systématique et concertée, sera une constante pendant les années 70, 80, 90 de ce mouvement. Comme les Noirs, donc, comme les femmes, comme les homosexuels, les personnes handicapées formulent leur combat en termes de lutte pour la défense de leurs droits. Et leurs objectifs politiques sont à peu près les mêmes. Il y en a 3. Premier objectif, ou premier mot d'ordre, c'est l'intégration. Au sens assez typiquement américain du terme, l'intégration, c'est l'égal accès en droit à toutes les sphères du monde social. Avoir une société intégrée, c'est une société où tous les gens ont, en tout cas en droit, accès à toutes les sphères du monde social, tous les biens et services mis à disposition de tous. Donc, comme les militants de l'égalité dite raciale, les militants handicapés rejettent essentiellement l'idée de développement séparé, l'idée d'une séparation prétendument égale. Et il y a une critique qui se développe à ce moment-là. On a cité Erving Goffman, mais là, c'est sur le terrain intellectuel ou scientifique. Ici, sur le terrain politique, la critique des institutions séparées devient incandescente dans cette période. Écoles spéciales, ateliers protégés, institutions asilaires. Le mot d'ordre est de les démanteler, car il y a cette idée selon laquelle l'accès est un droit. Access is a right. Donc nous ne voulons pas rester dans des institutions séparées, nous voulons accéder comme les autres à l'ensemble des biens de la société. Donc après ce mot d'ordre d'intégration, le deuxième mot d'ordre, et vous voyez qu'il s'entend exactement comme pour les Noirs ou les homosexuels, ou les femmes. Deuxième mot d'ordre, rompre avec une définition de soi par les autres. Et là aussi, l'analogie est flagrante avec les autres groupes. Rompre avec une définition de soi par les autres, c'est accéder au sujet de sujets politiques de plein exercice. Ne plus être parlé, mais parler, prendre la parole. Et c'est l'objectif qui est aujourd'hui désigné sous le chapeau de participation effective.
Participation effective, et ça c'est une formulation qui a supposé une double rupture. D'abord, rompre avec la définition naturaliste ou biologique du handicap. Le mouvement pour les droits des personnes handicapées a transposé la distinction conceptuelle qui était en train de se formuler entre le sexe et le genre. Bon, le sexe, c'est une donnée biologique. Le genre, c'est une construction sociale. Et cette distinction a été transplantée dans le domaine du handicap pour dire que bon, l'invalidité, c'est un état médicalement constaté, mais le handicap, lui, résulte du regard porté par la société sur cet état. Et le handicap, donc, lui aussi est une construction sociale. La discrimination est donc consubstantielle à la définition même du handicap. Si on ne me voyait pas comme handicapé, je ne serais pas handicapé, je serais invalide, mais pas handicapé. Donc la notion de handicap est d'une certaine façon le produit de la discrimination, car ce n'est pas son corps qui handicape un individu, c'est le fait que la société soit agencée pour un corps autre que le sien. Donc, prendre la parole, vous comprenez que ça va permettre de modifier cette construction sociale et les différentes valeurs qui lui sont associées. D'où la seconde rupture, qui affecte cette fois-ci la définition, non pas du handicap, mais de la discrimination. L'idée, c'est qu'à la racine de l'exclusion des personnes handicapées, il n'y a pas nécessairement une discrimination délibérée, hostile, mue par la haine, la volonté de nuire. C'est pas ça du tout. Là aussi, on a pris modèle sur la réflexion féministe, où la plupart des hommes ne haïssent pas les femmes. C'est pas du tout ça le sujet. Le problème n'est pas la discrimination délibérée. Le problème, c'est la discrimination systémique, c'est-à-dire le fait qu'on ne prend pas en compte les besoins spécifiques, soit des femmes dans le cas des femmes, soit des personnes handicapées, bref, les besoins spécifiquement minoritaires. On a une société qui est construite par des personnes valides, pour des personnes valides, et c'est de cela que résulte l'exclusion et la discrimination. Donc, vous voyez pourquoi on arrive à l'objectif de participation effective des personnes handicapées, au grand mécanisme de prise de décision, parce que seule cette participation effective permettra de corriger cette situation, c'est-à-dire d'affirmer une volonté d'être pris en compte et non pas simplement d'être pris en charge. Donc, intégration, participation et troisième objectif de la revendication, autonomie. C'est une revendication qui émerge elle aussi à la fin des années 60. On est vraiment à la fin des années 60 pour l'ensemble de ce discours qui se construit. Elle émerge à l'université de Berkeley avec la création du Center for Independent Living, qui avait été fondé par une personne quadraplégique qui avait dû poursuivre l'université pour pouvoir faire ses études, pour être accepté dans l'université pour faire ses études. Donc toujours l'idée que grâce aux tribunaux, on va s'imposer et ensuite on va essayer de généraliser la démarche. Alors ce mouvement créé par Roberts, le Center for Independent Living, prône l'auto-organisation, le développement d'alternatives à la prise en charge des institutions spécialisées. Il prône la défense des droits des personnes handicapées par elles-mêmes, dans une logique, on en a déjà parlé ce matin, d'empowerment. On va s'organiser, s'auto-organiser. Le groupe va prendre en main son propre destin. Vous avez une bonne illustration sur le site Personnes d'abord, le mouvement belge d'associations de personnes qui présentent une déficience intellectuelle. J'ai vu sur ce site la formule suivante d'auto-présentation. Je cite, « Nous sommes des adultes responsables ayant des difficultés pour lesquelles nous demandons une aide et non pas une prise en charge. Nous voulons rester maîtres de notre vie. » Là, vous voyez bien la réappropriation par des Européens d'une théorisation qui s'est mise en place de l'autre côté de l'Atlantique à la fin du siècle dernier, dans le dernier quart. Alors, le résultat de ce mouvement des personnes handicapées états-unien, c'est la consécration dès 1973 d'un principe de non-discrimination à raison du handicap. Alors d'abord dans tous les programmes financés par le gouvernement fédéral des États-Unis, et puis progressivement ça a fait tache d'huile dans le secteur privé, notamment l'emploi privé, et dans l'ensemble du secteur des biens et des services, avec la grande loi de 1990. Donc ce mouvement a débouché sur la consolidation de textes sur lesquels s'appuie un très grand nombre de contentieux.
les droits sont, à la manière américaine, hein, sont consolidés dans des textes qui sont l'aboutissement d'un combat politique et font ensuite l'objet de contentieux menés de manière très concertée afin de faire encore progresser les droits en question. Alors, cette loi et les lois américaines sont conçues sous les auspices du droit de la non-discrimination. Vous savez bien qu'on n'est pas dans un État-providence aux États-Unis, on est bien d'accord. En plus, là, c'est le droit fédéral, donc il ne s'agit pas de construire de grands programmes sociaux. C'est vraiment juste donner aux individus les moyens de se battre pour ne pas être discriminés au sens du droit. Donc ça peut sembler minimaliste, mais en même temps, c'est l'aboutissement d'une demande de ces groupes que je vous ai présentés rapidement. Alors, à partir de là, ces principes de la législation états-unienne, égalité, autonomie et participation, ont conquis le monde très rapidement. L'expansion de ce mouvement, on l'observe dès les années 1990. On a observé ce mouvement de bascule du modèle de la protection sociale vers celui de la non-discrimination. À très grands traits, disons, les différentes étapes que je pourrais présenter sont, première étape, l'importation dans des pays anglophones qui vont adopter les uns après les autres des lois conçues sur le modèle de l'American with Disabilities Act, c'est-à-dire la grande loi de 1990. Vous avez l'Australie en 1992, la Nouvelle-Zélande en 1993, le Royaume-Uni en 1995, l'Irlande en 1998, l'Afrique du Sud après en 2000. Donc bref, c'est la matrice, le droit américain d'approche par la non-discrimination fait tache d'huile dans un certain nombre de pays anglophones. Mais, deuxièmement, on a aussi un vrai mouvement d'émulation dans les enceintes internationales, plus précisément onusiennes, puisque vous avez un tournant en 1993 avec la publication par l'ONU de ce qu'on appelle les règles pour l'égalisation des chances des personnes handicapées. Alors, ces règles pour l'égalisation des chances des personnes handicapées, ce n'est pas un traité, ce n'est pas une convention internationale, c'est ce qu'on appelle du droit mou, de la soft law, et c'est un cas très rare de soft law qui a eu de vrais effets, puisque l'article 15 de ces règles pour l'égalisation des chances des personnes handicapées, cet article 15 invite tous les États donc de la planète, membres de l'ONU, à se doter d'une législation antidiscriminatoire qui comporte une dimension répressive. La législation antidiscriminatoire, c'est pour punir ceux qui discriminent, déjà, et avant leur faire peur en amont, parce que l'idée, c'est aussi de le dissuader. C'est pas qu'il y ait quelqu'un avec un gros bâton derrière chaque personne. Donc, il faudrait qu'il y ait une législation discriminatoire qui ait une dimension répressive et une dimension proactive, c'est-à-dire organisée autour du concept d'intégration et d'égalité des chances. Donc, l'ONU, en 1993, lance cette invitation, et elle y répond à elle-même, puisque en 2006, vous savez tous, il y a eu cette fameuse convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, convention du 13 décembre 2006, qui reprend les grands principes du mouvement des personnes handicapées pour l'égalité, la participation et l'autonomie, et qui aujourd'hui est vraiment le grand texte, le texte phare du droit du handicap. L'Union européenne a ratifié cette convention, c'est-à-dire la seule convention que l'Union européenne ait ratifiée, et donc indirectement, comme l'Union européenne applique cette convention et nous l'impose, nous, États membres, nous en impose le respect, cette convention joue un rôle très important pour nous autres Français, même si on ne s'en rend pas compte, puisque c'est médiatisé par le droit de l'Union. Dans le cadre européen, justement, j'y arrive. Vous savez, vous avez d'abord le cadre du Conseil de l'Europe, donc c'est la grande Europe, celle qui va jusqu'en Russie, plus de 47 États membres, États parties. Dans le cadre du Conseil de l'Europe, la charte sociale européenne a été révisée en 1996, et la révision est spectaculaire, et je vais vous en lire quelques extraits pour que vous mesuriez bien le changement de perspective. C'est un texte qui datait de 1961, et dans sa version de 1961, il parlait de mesures appropriées pour le placement des personnes physiquement diminuées, notamment au moyen de services spécialisés de placement, de possibilités d'emploi protégées et de mesures propres à encourager les employeurs à embaucher des personnes physiquement diminuées. Bon, là, vous avez reconnu le modèle welfarien que je vous ai présenté dans l'introduction. Et alors, avec la loi de la révision de 1996, on change du tout au tout. Regardez la nouvelle perspective, la nouvelle rédaction de l'article 15, là aussi, de la Convention.
Les États s'engagent, les États qui ont signé cette Charte sociale européenne, s'engagent à permettre aux personnes handicapées une orientation, une éducation et une formation professionnelle dans le cadre du droit commun, chaque fois que possible, et à favoriser leur activité dans le milieu ordinaire du travail, à favoriser leur intégration et leur participation à la vie sociale. Donc on ne parle plus d'aide, d'assistance, on parle d'autonomie, d'intégration et de participation. Et cela a permis, vous savez qu'il y a un comité des droits sociaux qui veille à l'application de cette charte. Ça a permis la condamnation de la France à de nombreuses reprises, mais encore récemment en 2013, pour discrimination à l'égard des jeunes autistes qui ne trouvent pas, enfin dont les familles ne trouvent pas d'établissement pour les scolariser. Et lors de la dernière condamnation, dans une affaire autisme contre France, Action européenne des handicapés contre France, Autisme France était plus ancien, le comité a bien redit que les notions de protection sociale et de ségrégation ont cédé la place à une approche axée sur l'inclusion et le choix. On a changé de planète, redit le comité, à la France. Et puis en dernier lieu, c'est l'Union européenne qui a reçu ce modèle états-unien. L'Union européenne qui, tout au long des années 1990, a vu monter en puissance ce paradigme états-unien que j'ai développé. En 1997, le Forum européen des personnes handicapées a obtenu la révision du traité, c'est quand même pas exactement rien, le traité de Rome, pour que la question du handicap y soit introduite. Évidemment, ça n'existait pas du tout quand on a fondé l'Union européenne. À l'époque, Communauté européenne, on ne pensait pas à la question des handicapés. Et là, c'est vraiment un mouvement, un Forum européen des personnes handicapées, donc un mouvement militant, qui a obtenu cette révision du traité pour que la question du handicap soit introduite sous l'angle des discriminations. Il n'y a pas de mystère. C'est devenu vraiment l'approche dominante. Sous l'angle des discriminations qui frappent les personnes handicapées. Et donc, désormais, depuis 1997, les organes de l'Union sont compétents pour combattre la discrimination. Ça a été réaffirmé en 2000 quand nous avons adopté la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, puisque le handicap figure comme chef de discrimination interdit. Mais la Charte reconnaît également le droit, c'est important, au-delà de la non-discrimination, reconnaît également le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. Donc toujours autonomie, intégration, participation. Les plans contemporains, dans le cadre de l'Union européenne, ont comme slogan, alors littéralement repris des activistes américains des années 70, « Rien sur les personnes handicapées sans les personnes handicapées », ce qui est une traduction de « Nothing about us without us », avec donc l'idée qu'il ne s'agit pas d'être parlé ou d'être agi, il s'agit de participer et d'être pris en compte. Donc ce modèle, vous le voyez, est assez largement orienté vers la défense par les personnes handicapées de leurs droits en justice. Et c'est la directive égalité de traitement du 27 novembre 2000 qui a mis en musique cette possibilité pour les personnes handicapées d'en appeler au juge, en tout cas dans le domaine de l'emploi. L'ensemble du dispositif repose sur une mise en mouvement du droit de la non-discrimination par les individus et les associations. Et c'est une dimension contentieuse qui est absolument fondamentale. Pourquoi ? Parce que, d'abord, ça veut dire qu'un individu obtiendra réparation. Le juge est là pour ça. Il est là pour condamner, naturellement, la personne qui a discriminé, mais aussi pour accorder une réparation. Et d'autre part, l'idée, au-delà du cas purement individuel, c'est l'idée qu'on va avoir des effets en chaîne de transformation plus structurelle quand on aura un contentieux, deux contentieux, trois contentieux. Au bout de 10 contentieux ou de 100 contentieux, il y aura une évolution de la structure elle-même. Ça, c'est le pari qui marche ou qui ne marche pas. Qui, à mon avis, dans le cas français, n'est pas complètement en passe de réussir, mais qui, dans certains cas, a quand même produit des effets dans certaines configurations historiques et sociales. Ça a marché. Et si là, c'est vraiment le projet, à partir du règlement de litige individuel, on va avoir une fonction régulatrice du contentieux, une fonction même transformatrice du contentieux. Alors, c'est ce que je voudrais qu'on regarde maintenant dans le cas français. Comment ça marche ? Dans le cas français, comment est mobilisé ce droit de la non-discrimination dans le domaine du handicap ? Alors, je pense qu'on peut dire, mais bon, après ça c'est un jugement personnel, il est certainement discutable, que
le bilan est assez décevant. Que les gens ne se saisissent pas de cet outil. Évidemment, c'est aussi parce qu'on ne peut pas comparer les sociétés françaises et d'Amérique du Nord, où le réflexe contentieux est beaucoup mieux ancré, beaucoup plus naturel, entre guillemets. C'est vrai que la France n'est pas une société très contentieuse. Malgré tout, elle le devient de plus en plus. Et on observe tout de même que dans ce domaine du handicap, la greffe ne prend pas très bien, même si on voit bien le hiatus. Dans la sphère sociale, le thème de la discrimination est très très avancé, très très souvent mis en avant. Beaucoup d'associations tendent à formuler leurs revendications dans le langage de la non-discrimination. Beaucoup disent qu'elles luttent contre les discriminations. De même, quand on fait des enquêtes d'opinion auprès des personnes handicapées, beaucoup disent qu'elles sont discriminées. Et vous savez que c'est 1/3 des saisines du Défenseur des droits qui ont un rapport avec le handicap. C'est donc assez énorme. Le thème de la discrimination est assez largement répandu, mais après, la mise en œuvre contentieuse, les conséquences contentieuses, de cette façon, ne suivent pas. Et ça, on peut le voir. Je ne vais évidemment pas faire un tour d'horizon complet qui serait technique et vraiment pas intéressant. Je voudrais juste me concentrer sur 2 aspects du droit de la non-discrimination. La discrimination directe et la discrimination indirecte, puisqu'on peut aller sur les 2 terrains. J'aurais pu choisir d'autres terrains, par exemple le défaut d'accommodement raisonnable, mais je vais essayer quand même d'y revenir un petit peu par la bande, disons. Mais ça, c'est quand même les 2 grands blocs, discrimination directe, discrimination indirecte. Est-ce que ça marche en droit français? Eh bien, pas tellement. Et on le voit, je peux le montrer en commençant par la discrimination directe. La discrimination directe consiste à traiter moins bien une personne handicapée qu'une personne qui ne l'est pas. On l'écarte délibérément, on l'exclut ou on la désavantage parce qu'elle est handicapée. Par exemple, on refuse de l'accueillir dans un restaurant, on refuse de l'accueillir dans un commerce, ou alors dans un service public, on ne lui accorde pas le même type de traitement qu'on lui accorderait si elle n'était pas handicapée. Dans le domaine de l'emploi, on refuse de la recruter, ou on ne la promeut pas, ou on la paye moins bien, ou on la cantonne dans des tâches inférieures, ou on la harcèle avec des propos désobligeants. Bref, soit ça relève du code pénal, c'est les premiers aspects que j'ai évoqués, tout ce qui est service, tout ce qui est commerce, etc. Soit ça relève du code du travail, tout ce qui concerne le domaine de l'emploi privé. Dans les 2 cas, code pénal ou code du travail, aujourd'hui, tout est fait pour faciliter l'accès des personnes handicapées au juge. On vous a maltraité, on vous a mal parlé, on vous a refusé quelque chose parce que vous êtes en situation de handicap, il faut aller au juge. Et normalement, c'est facile. J'entends sur divers plans procédural, notamment. Or, on constate que ce contentieux ne décolle pas vraiment, ne prend pas son essor. Alors, on a de grandes associations qui ont développé des stratégies contentieuses, notamment l'Association des paralysés de France, les attaque beaucoup devant le juge pénal, des transporteurs aériens, vous en avez tous entendu parler, des compagnies de taxi, des cinémas, avec l'idée aussi que ça lance un message, parce que ces condamnations sont assez spectaculaires. Je ne pense pas que pour les entreprises en question, d'être condamnées à 550 000 euros, ça les coule. Hein. Je ne pense pas du tout. Ça ne les coule pas financièrement, mais ça les coule en termes d'image. Donc, c'est sûr qu'il y a ces actions qui sont lancées quand elles sont spectaculaires et compréhensibles par tous. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a eu je ne sais pas si vous vous souvenez de ce contentieux, la SNCF avait été attaquée parce qu'elle faisait voyager des personnes en fauteuil roulant dans des wagons de bestiaux, quasiment. C'est-à-dire des wagons où il n'y avait rien. C'était pas des wagons pour les voyageurs, c'était des wagons de fret. On peut mettre des animaux dedans, mais pas des individus. Et vous remarquez que là, c'était vraiment entièrement sur le terrain symbolique que ça s'est déroulé, parce que ces personnes étaient acheminées. Elles pouvaient voyager, alors que bien souvent, le problème, c'est qu'on ne peut même pas rentrer dans le transport public quand on est en fauteuil. Mais là, la volonté de faire un procès et de le gagner, évidemment, c'était essentiellement à des fins symboliques et politiques au sens large que ça a été monté. Mais à part ça, ce qu'on observe quand même, c'est que les associations préfèrent investir dans des types de contentieux qui ne portent pas ce label discrimination et qui donc n'ont pas le même poids. Il s'agit d'une part de contentieux techniques. Et les contentieux techniques foisonnent dans le domaine du handicap, qui est une question hyper technique,
que je prétends certainement pas maîtriser, mais dont je vois quand même de quoi il retourne, en gros. S'agissant par exemple de la scolarisation en milieu ordinaire des enfants en situation de handicap, vous savez que le principe est posé par la loi de 2005, les enfants doivent être scolarisés en milieu ordinaire, mais le gros du contentieux ne porte pas sur les refus d'accès aux établissements d'enseignement public. Le contentieux est en fait essentiellement constitué de contestation des décisions de la maison départementale pour les personnes handicapées, qui, ça c'est devant le tribunal du contentieux et de l'incapacité ou devant le tribunal administratif, ou alors le contentieux est centré sur le défaut de structures médico-éducatives, et là on ne va pas sur le terrain de la discrimination, on va sur le terrain de la carence fautive de l'État, donc ça a moins de poids symboliquement. De même, le contentieux technique domine la matière de l'accès à l'emploi, avec un gros contentieux de l'inaptitude, un gros contentieux de la compensation du handicap, et finalement, très peu de choses concernant la mise à l'écart délibérée de personnes handicapées, uniquement parce qu'elles sont handicapées. Par ailleurs, on a un autre contentieux qui étouffe le contentieux de la discrimination directe, selon moi, qui est un contentieux qui, alors, pour le coup, est très propre à la France, qui est difficilement compréhensible par les Nord-Américains ici présents. C'est le contentieux des propos injurieux ou des propos qui provoquent au mépris. Alors ça, nous, on a un énorme droit là-dessus depuis fort longtemps, très investi par les associations antiracistes, les associations féministes, les associations de lutte contre l'homophobie et les associations de personnes handicapées ou de parents d'enfants handicapés, etc., vont sur ce même terrain, c'est-à-dire poursuivre des animateurs de télévision, poursuivre des cinéastes, poursuivre des journaux, parce qu'elles se sont moqués ou qu'ils ont humilié, ou qu'ils ont mal parlé des personnes en situation de handicap. Alors, juste un exemple, d'ailleurs, j'avais pensé, il y a eu je ne sais pas si vous vous souvenez de cette une de Charlie Hebdo. Bon, alors, pardon, là, ça va devenir, pour les personnes qui ne sont pas françaises, ça risque de devenir un peu opaque, mais il se trouve que Nadine Morano, qui est une femme politique de droite de l'Est de la France, s'était réclamée du général de Gaulle pour tenir des propos racistes. Elle avait dit, comme disait le général de Gaulle, la France est un pays de race blanche, bon bref. Donc évidemment, ça a déclenché un tollé, et Charlie Hebdo a fait une couverture où on voyait le général de Gaulle qui tenait un bébé emmailloté, c'est Nadine Morano en fait, donc Nadine, le titre était Nadine Morano, fille trisomique du général de Gaulle. Bon, c'est une manière de se moquer de Nadine Morano, ni du général de Gaulle, ni des trisomiques, on est bien d'accord. C'est l'humour Charlie Hebdo, on n'est pas obligé d'apprécier, c'est bien certain. Mais on n'est pas non plus obligé de poursuivre. Or, des groupes de parents d'enfants atteints par la trisomie 21 ont attaqué. Mais tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent. Je veux dire, quand on fait pas ça, quand on fait ça, on fait pas autre chose. Hein, c'est pour ça que j'en parle. Ils ont attaqué devant le TGI de Paris, et à la fois pour injure et pour provocation à la discrimination à l'égard des personnes handicapées. Et ils ont perdu, en l'occurrence, parce que le juge a considéré qu'il ne s'agissait pas de se moquer des enfants trisomiques, il s'agissait de se moquer de Nadine Morano, qu'en outre, l'allusion, c'est que le général de Gaulle avait une enfant trisomique et qu'il l'aimait énormément. Enfin, c'est fort connu. Le général de Gaulle ne s'est jamais caché de l'existence de cet enfant, ni de l'amour qu'il lui portait. Donc, en aucun cas, a estimé le juge, rappelant toute cette histoire, le sous-texte est autre que Nadine Morano est une abrutie. Bon, mais il n'y a pas de sous-texte autre concernant notamment les personnes atteintes de trisomie 21. Donc bref, je donne cet exemple parce qu'il est un peu... Il vous montre... Chacun en pense qu'il veut. D'ailleurs, peut-être que parmi vous, certains estiment que c'est bien d'avoir poursuivi le journal. Mais des contentieux comme ça, il y en a plein. Et je pense quand même que c'est une perte d'énergie. En tout cas, ça suppose beaucoup d'énergie. Beaucoup d'animateurs, par exemple, sont poursuivis à divers titres, des humoristes, etc. Au lieu de faire ça, est-ce que il ne serait pas peut-être plus utile de poursuivre des cas de discrimination qui sont réels plutôt que des propos? Mais j'entends bien que ça se discute, puisque évidemment, ce genre de propos crée un climat, et que ce type de climat est favorise la discrimination. Donc je suis tout à fait au courant que ça se discute. Hein.
Bref, j'en arrive à la discrimination indirecte pour vous indiquer que la discrimination indirecte, elle non plus, ne séduit pas beaucoup les requérants français. Cette notion de discrimination indirecte, j'en dis un mot, elle signifie que... elle renvoie à une situation, où vous avez un critère, par exemple être capable de courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, ou une pratique. Par exemple, on se réunit pour les réunions dans une entreprise ont lieu à 18h, ou une disposition dans le règlement intérieur. Bref, on a une norme ou une pratique qui est apparemment neutre, mais qui entraîne un désavantage particulier pour les personnes handicapées. Alors, cette disposition, ce critère, cette pratique apparemment neutre, qui entraîne un désavantage particulier pour les personnes handicapées, doit, au terme du droit, être justifiée par un but légitime et qu'elle soit nécessaire à son accomplissement. Par exemple, est-ce qu'on a vraiment besoin, pour être professeur d'anglais, de bien voir? Est-ce qu'on ne peut pas être malvoyant et professeur d'anglais? Je veux dire, en quoi le fait d'avoir une vision bonne, voire très bonne, a un lien avec la capacité à enseigner l'anglais? Donc, là, c'est pas une discrimination indirecte, mais c'est une exigence d'aptitude qui écarte les personnes handicapées sans qu'on s'interroge vraiment sur le but légitime et sur la proportionnalité de l'exigence. Donc, de manière générale, avec la discrimination indirecte, le désavantage naît de ce qu'une règle est d'application globale et qu'on ne perçoit pas qu'appliquée à des personnes qui ne sont pas valides, cette règle sera extrêmement pénalisante. L'exemple type, c'est en matière, on en parlait aussi tout à l'heure, on a même eu la diapositive avec l'escalier. Voilà, on construit un magnifique immeuble, un palais de justice, on se dit on va faire un bel escalier en encorbellement. Oui, d'accord, mais du coup, ipso facto, les personnes qui ne peuvent pas monter l'escalier, il n'y aura pas d'ailleurs que des personnes handicapées, hein, mais les personnes qui ne peuvent pas monter l'escalier sont écartées de l'accès à cet immeuble. Donc, dans le cas du handicap, la notion de discrimination indirecte n'avance jamais sans son jumeau qui est l'obligation d'adapter une situation, soit en amont, soit en aval. J'explique. On a donc cette obligation d'adaptation. Non, excusez-moi, je me suis un peu perdue parce que je me suis un peu perdue parce que je voulais couper. Je croyais que j'étais en retard, mais je suis pas en retard. J'ai pas l'habitude. Monsieur a une petite pendule que je vois, et j'ai pas du tout l'habitude de ce système de pendule. Donc j'ai perdu les pédales. Je voulais juste vous expliquer que la discrimination indirecte, telle que je viens de vous l'indiquer, ça ne fonctionne pas en droit français parce que le juge administratif et le juge judiciaire très souvent refusent carrément d'examiner le grief en disant oui, mais ça c'est pas du droit, c'est du fait. Ça c'est une position que le juge français adore. Effectivement c'est du fait. On a une règle. Dans les faits, elle va écarter telle ou telle personne. Exemple, pour un magistrat, il est noté, mais c'est important notamment pour son avancement et pour ses primes, il est noté en fonction du nombre d'audiences qu'il fait. D'accord ? Mais pour être en audience, il faut bien entendre. Enfin, en tout cas, il faut entendre correctement. Un magistrat qui est malentendant va demander à avoir d'autres types de fonctions, d'autres types de tâches que de l'audience. Il va faire d'autres types de missions. Mais donc, ipso facto, au moment de l'évaluation, il sera moins bien évalué, il sera moins bien payé, il avancera moins vite. D'accord ? Mais quand vous dites ça à un juge, et c'est pas un exemple fictif que je vous donne, quand vous dites ça au juge administratif, il vous dit « Ah oui, non, mais ça, c'est dans les faits. » Mais sinon, en droit, il n'y a rien d'illégitime, il n'y a rien d'aberrant à ce que plus un magistrat fasse d'audience, mieux il soit noté et plus il soit payé. Donc, vous voyez, le fait d'appréhender les conséquences d'une règle, de la mise en œuvre pratique d'une règle, ce n'est pas dans les mœurs du juge français, ce n'est pas dans sa manière de penser, dans sa manière de réfléchir, et il faut bien admettre que ça échoue très souvent, ça échoue presque toujours, l'invocation du principe de discrimination indirecte devant le juge, notamment administratif, mais aussi judiciaire. Donc, ça ne fonctionne pas, c'est pas uniquement de la faute donc des associations ou des requérants, c'est aussi lié à ce que le juge est relativement peu
n'est pas disposé à entendre cet argument. Mais c'est lié aussi au fait qu'on a un flou important autour des obligations d'aménagement raisonnable et de mise en accessibilité. Vous comprenez que ça, c'est l'envers du principe de non-discrimination. L'obligation d'aménagement raisonnable d'un poste, par exemple, si je suis malentendante, je pourrais travailler, mais il faut qu'on adapte mon téléphone. Si je suis malvoyante, je pourrais venir travailler, mais il faut qu'on adapte, il faut qu'on mette des marquages au sol, par exemple, qui me permettront de me repérer dans l'immeuble, etc. Donc c'est l'envers du principe de non-discrimination, c'est cette obligation d'aménagement raisonnable ou de mise en accessibilité. Et le problème que nous avons en droit français, c'est, contrairement à ce qu'on voit en droit canadien, par exemple, c'est que le défaut d'aménagement raisonnable n'est pas caractérisé comme une discrimination. Il n'est pas caractérisé comme tel par les textes, et il n'est pas caractérisé comme tel par les juges, alors que au Canada, aux États-Unis, même maintenant aux juges en Europe, le défaut d'aménagement raisonnable a été considéré par le juge comme constitutif d'une discrimination. Le juge français n'a pas franchi ce pas. Donc, lorsque une personne est confrontée à un défaut d'aménagement raisonnable ou à un défaut de mise en accessibilité, le terrain de la discrimination, le terrain du droit de la non-discrimination n'est pas disponible. Dès lors, on a un contentieux extrêmement rikiki. Je conclus cette approche très rapide de la situation française avec une interrogation plus qu'une conclusion à proprement parler. Est-ce qu'il faut s'en plaindre? Est-ce qu'il faut regretter ce faible recours au droit de la non-discrimination dans le domaine du handicap? Est-ce que cet apport du droit de la non-discrimination, assez marginal en France, doit être développé? Parce que est-ce qu'on doit se contenter de la situation? Est-ce qu'on doit aller plus loin et essayer de développer ce recours au juge? Moi, je ne suis pas assez compétente pour proposer une réponse ferme. Je voudrais simplement indiquer qu'un certain nombre de personnes pensent que non, c'est pas grave, en disant, d'une part, que ce modèle antidiscriminatoire repose sur une conception de la justice qui est très individualiste, que ça repose sur des initiatives individuelles qui vont peut-être se multiplier, mais ça ne fait pas du groupe, ça ne fait pas du collectif, ça ne fait pas de l'action politique. Bon. Et donc, un certain nombre de personnes disent on n'a pas besoin de ce modèle, et tant mieux s'il ne se développe pas. Autre argument, ça revient à judiciariser des pratiques médicales, administratives, sociales. Quand on saisit le juge d'un refus d'une décision de la MDPH, par exemple, ça invite le juge à entrer dans le détail du dossier. Et est-ce qu'il en est capable? Est-ce qu'il est capable d'évaluer une décision qui porte sur les capacités d'un enfant à étudier en milieu ordinaire? Est-ce qu'on n'est pas en train de demander au juge plus que ce qu'il ne peut donner? Et puis, troisième et dernier argument, avancé par des sociologues, ils soulignent, à partir d'études qui ont été menées sur le terrain états-unien et canadien, que finalement ce modèle du tout contentieux, ou en tout cas ce modèle de la prime au contentieux, profite à ceux par qui il a été le plus ardemment promu, à savoir des personnes instruites, issues des classes moyennes et supérieures, des personnes le plus souvent qui ont acquis leur handicap au cours de leur vie, des personnes qui souffrent plutôt d'un handicap moteur que d'un handicap mental ou intellectuel, et que du coup cela induit un biais dans l'appréhension qu'on peut avoir du handicap, et cela crée au sein même du monde du handicap, si tant est que ce monde existe, des discriminations dans l'accès aux droits. Voilà, mais tout ça, vous êtes évidemment beaucoup plus compétent que moi pour en juger, donc j'en reste là et je vous remercie. Merci Gwenaëlle Calvez de votre intervention très riche sur le principe de non-discrimination et sur ses déclinaisons. Je retiendrai pour ma part deux éléments. D'abord, à l'heure où de nombreux discours anti-mondialistes, anti-européens se diffusent un peu partout, on se rend compte que c'est parce qu'il y a eu des mobilisations internationales et parce qu'il y a eu l'intervention des institutions européennes qu'en France, la situation s'est améliorée.
c'est quelque chose qu'on néglige trop souvent. On pointe souvent du doigt les institutions européennes en disant qu'elles nous ont compliqué la vie. En matière de droits fondamentaux, c'est plutôt l'inverse. Et donc, on ne peut que se satisfaire de cette influence qui a poussé les pouvoirs publics français à prendre en compte des situations qu'ils auraient bien laissées de côté encore quelques décennies si on n'était pas venu les titiller. Et le deuxième aspect, ma deuxième remarque concerne ta conclusion. Je te rejoins parfaitement lorsque tu dis que le droit de la non-discrimination n'est pas finalement suffisamment mis en œuvre par le juge administratif notamment, qui refuse de constater l'existence de discrimination à rebours, de discrimination indirecte. Et on a cet exemple très précis de l'arrêt Blétrage qui concerne une avocate qui travaille donc régulièrement dans un palais de justice qui est construit avec bien sûr une architecture antique. C'est un vieux palais de justice avec des marches pour y accéder. Et pendant des dizaines d'années, enfin pendant des années en tout cas, elle est obligée de se faire assister parce qu'elle est en fauteuil roulant pour accéder à son palais de justice. Et le juge finit par dire, oui, cette avocate subit un dommage anormal et spécial qui doit être réparé, qui doit être compensé. Sauf que si ce dommage est reconnu à une avocate qui travaille au palais de justice tous les jours, ce caractère anormal et spécial ne sera pas reconnu à un justiciable qui a parfaitement besoin et qui a tous les droits d'entrer dans ce palais de justice et qui va s'y rendre peut-être une fois dans sa vie. Donc on voit bien que la réponse du juge, elle est parfaitement inadaptée et discriminatoire parce qu'elle va en effet distinguer les situations en fonction de critères qui ne sont pas nécessairement pertinents. J'en dis pas davantage et je laisse la parole à l'assistance si vous avez quelques questions. Je te remercie également pour ton propos un petit peu polémique qui, je pense, va peut-être faire réagir sur la façon dont les humoristes peuvent traiter la question du handicap et la façon dont les juges peuvent s'en saisir. Alors au moins là-dessus, il y a peut-être des réactions et puis peut-être sur d'autres sujets moins sensibles. Moi je crois que le problème du contentieux, c'est d'abord un problème d'accessibilité au droit. Et qu'une des premières responsabilités des professionnels, qu'ils soient salariés, directeurs ou autres, quel que soit le poste occupé, c'est d'abord de re-questionner ces pratiques en permanence, mais aussi de prévenir les uns et les autres que personnes accompagnées, qu'elles ont des droits, et leur donner les moyens de s'en saisir. Je pense par exemple à la façon dont on saisit la personne qualifiée à Paris. Il faut aller sur un site internet qui est complètement impossible pour d'abord celui qui ne sait pas utiliser le matériel informatique. Voilà. Donc oui, une intention de départ, mais non derrière dans l'effectivité, et donc du coup des droits méconnus et donc pas de possibilité de les faire valoir. Oui, c'est sûr. Ça, c'est le cas pour le non-recours, le phénomène du non-recours en général, l'accès aux droits sociaux. Mais pour l'accès aux juges, c'est peut-être pire parce que les gens pensent que c'est cher, déjà. Il y a aussi cette idée qu'un contentieux coûte beaucoup, beaucoup d'argent, ce qui est faux, mais totalement. Par exemple, la saisine du juge administratif, c'est gratuit. Et quand on est accompagné par des associations, les frais d'avocat sont pris en charge. Par ailleurs, on peut aussi saisir le défenseur des droits, c'est gratuit. La personne qualifiée, je ne sais pas si elle peut aller, si elle est compétente pour aller en justice, j'en doute beaucoup, mais en tout cas, elle peut accéder, elle peut aider à la personne à accéder à ses droits. Donc, je pense que sur l'accès aux droits, en général, c'est sûr qu'on a des problèmes en France, qui c'est mesuré, c'est vrai dans plein de champs, notamment les personnes qui auraient besoin d'accéder au RSA, au RMI, etc. On le sait très bien qu'il y a un non-recours. Mais l'accès au prétoire, je pense que c'est encore pire. Mais c'est vrai, très au-delà de la question du handicap, je ne crois pas que ce soit spécifique. Enfin, je ne connais peut-être pas assez, mais il ne me semble pas qu'il y ait une spécificité de la matière du handicap ici. De manière générale, les Français n'aiment pas aller devant un juge. D'autres questions ? Dans le même genre, il y a un nombre considérable de parents qui ignorent avoir droit pour leur enfant handicapé à l'allocation, à l'AEH.
On ne leur dit pas, ni à la MDPH, ni dans les écoles, les enfants qui sont en Ulysse ont tous, de fait, droit accès à l'AEH, et très peu de gens le savent. Oui, ça, c'est le phénomène du non-recours au sens large. Ouais, ouais. Mais en fait, je voudrais introduire une petite distinction. Quand on parle de recours au juge, au prétoire, etc., souvent, c'est même pas la peine d'y aller. C'est-à-dire la menace suffit. Ça a été bien étudié par certains sociologues du droit dans d'autres champs, celui de l'accident médical, par exemple, quand la loi Kouchner a ouvert la possibilité de poursuivre les praticiens, notamment ceux qui passent pas le service public hospitalier, pouvaient déjà être poursuivis, on pouvait déjà rechercher sa responsabilité, mais le médecin qui pratique l'acte, l'infirmier qui a qui a aidé, qui a accompagné les soins, etc., on peut maintenant mettre en cause leur responsabilité. Alors ça avait été à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, tout le monde avait dit « Oh là là, les médecins n'oseront plus rien faire, ils seront toujours devant les tribunaux, on va les attraire tels des voyous devant les juges, etc. » Et en réalité, ce qui a été bien observé maintenant avec le recul qu'on a des sociologues du droit, c'est que c'est la menace du contentieux, c'est ce qu'on appelle l'ombre portée du contentieux. L'idée que le contentieux est toujours possible, qui a permis de moraliser, qui a eu un effet vertueux, qui a permis de corriger un très grand nombre de situations. Et le nombre de procès lui-même n'a pas du tout explosé. Mais le simple fait que ce soit possible, aux espèces d'épées de Damoclès, ça produit de vrais effets, des effets très importants. Encore faut-il que tout le monde joue le jeu et que tout le monde en soit conscient. Parce qu'évidemment, si on n'est même pas au courant que le juge peut être saisi, ça tombe tout seul, l'argument tombe. Mais je suis sûr que certains d'entre vous se posent des questions qu'ils n'osent peut-être pas formuler devant tout le monde. Des remarques? Oui. Oui, moi, en qualité d'éducateur sur une résidence d'hébergement accueillant des personnes présentant une déficience intellectuelle, j'ai le sentiment de plus en plus d'être un acteur un peu exécutant d'une politique anti tout contentieux, justement. Enfin, anti quoi? J'ai mal entendu. Vous parliez du tout contentieux, mais c'est vrai que, comment dire, il faudrait, je pense, militer davantage pour justement défendre davantage, je veux dire, les personnes handicapées. Là, on est confronté sur nos résidences d'hébergement à la mise en place de ces POM qui impactent particulièrement, je veux dire, la qualité de vie des personnes accueillies. Alors, effectivement, il y a des diminutions de budget. On nous dit que c'est une politique gouvernementale hein, qui impacte nos fonctionnements. Mais nous, quelque part, on se dit comment justement on peut... quel est notre rôle? Comment on peut intervenir dans nos actions pour se dire... Enfin, on nous dit, bon, c'est comme ça. C'est comme ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait, je veux dire, mettre en place pour changer justement un peu ce système? Donc je pense qu'effectivement, on laisse un peu dormir tout ça. Le tout contentieux, il n'y en a pas. Quelles actions on pourrait mener justement pour défendre justement davantage? Parce que les personnes, on leur dit, aujourd'hui, il y avait un budget Vétur qui diminue. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ci, on ne peut plus faire ça. Les personnes, parce que c'est leur droit, on leur dit les choses, on leur communique les choses, mais sans arguments supplémentaires. On prend les choses telles qu'elles sont, sans être dans cette démarche de pourquoi on doit juste aujourd'hui dire oui, c'est comme ça. Et pourquoi on ne pourrait pas dire non, ça doit plus être comme ça. On peut changer, on peut aussi mener des actions pour se dire non, on préserve nos biens. Pourquoi on aurait moins? Pourquoi on ne garderait pas autant, ou voire même davantage? Ça, mais sur plein de situations, plein d'exemples que je pourrais donner. Voilà. Je suppose que là, ça n'appelle pas de remarque de ma part, c'était une intervention que vous faisiez, là. Oui.
J'ai été particulièrement intéressé, bien entendu, par votre intervention. Il y a quelque chose qui vient de renforcer un peu cet intérêt. C'est ce que vous appelez l'ombre du contentieux qui pourrait éventuellement être dissuasive, finalement, in fine, du contentieux, si on le voyait venir. Il y a un grand sujet sur cette question que moi, je connais donc dans le département où je travaille, qui est une toute petite chose, qui est la petite chose de l'inscription obligatoire à l'école de son quartier. Ça, c'est obligatoire. La plupart des inspecteurs d'académie refusent la mise en œuvre de cette mesure. Il est évident que si nous avions cette ombre de contentieux sur cette affaire-là, qui est une affaire déterminante, qui concerne l'entrée dans la vie de cet enfant, en effet, nous pourrions avancer. Et je pense que vous venez de nous ouvrir. En tous les cas, j'invite mes collègues à bien surfer sur cette affaire-là, en faisant attention aux requins, évidemment. Mais c'est tout à fait intéressant comme projection. Merci. Ouais. Et c'est rien à faire, c'est en référé, c'est gratuit. En référé, et l'administration, c'est branle-bas de combat. Ils doivent venir en personne, c'est une procédure orale, ils doivent venir en personne devant le juge pour défendre leur position. Ils doivent donc mobiliser du temps, de l'argent, être là. Il y aura un article dans le journal local. Même si vous perdez, c'est mauvais pour eux. Et si vous faites ça une fois, 2 fois, 3 fois, à la fin, une solution sera trouvée. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de montrer quelqu'un du doigt, d'envoyer des gens en prison, de chercher de l'argent. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut moraliser les pratiques. Et si le juge peut servir à ça, parce que personne n'aime qu'on parle de soi au tribunal. Personne. Il y a un effet d'image qui est désastreux. Plus le fait que les gens ont peur, ils ne maîtrisent pas bien. Un directeur d'école, c'est pas un juriste. Hein. Donc un directeur d'école, oui, il a peur. Si on lui dit, il y a un référé liberté qui est formé à votre rencontre, il faut que vous soyez après-demain au TA, tribunal administratif, il risque de perdre un peu les pédales. Et c'est bien. Enfin, je veux dire, ça le pas pour lui, pas pour ce brave homme à qui je veux rien, mais ça l'oblige à réfléchir et à prendre au sérieux la question que vous soulevez. Mais là, il faut des associations, c'est pas des gens tout seuls. Quoique, vous savez qu'il y a des, on trouve sur Internet chez des associations militantes. Je ne sais pas s'il y en a qui sont représentés ici. J'ai oublié de rapporter mon petit document que j'avais imprimé. Vous avez des associations de parents en situation de handicap cognitif. On leur donne sur Internet la formule pour faire un référé liberté. Ça prend 10 minutes, c'est pas la peine d'avoir une thèse en droit. Donc voilà, c'est disponible, c'est gratuit, vous mettez ça au greffe. On est bien d'accord, hein. François, qui est administrativiste, il peut le confirmer. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens ne le font pas. Ça me dépasse. Ça me dépasse. C'est simple, c'est gratuit, ça ne peut que être bénéfique, sinon pour vous, du moins pour ceux qui viendront après. Je vois pas, il n'y a aucun risque. Moi, je pense, c'est pas du tout que je milite pour engorger les tribunaux, encore plus qu'ils ne le sont, mais là, le référé liberté, un référé liberté, c'est une procédure d'urgence que vous pouvez mettre en œuvre quand il y a urgence. Or là, c'est la rentrée des classes. Une liberté fondamentale qui est en cause, là, c'est l'accès à l'instruction. Ça a été considéré par le juge administratif comme une liberté fondamentale. Voilà. Après, vous remplissez juste les cases. Hein, j'habite à tel endroit, mon fils il a tel âge, et puis c'est fini. Après, la machine roule toute seule. Donc voilà, moi je suis un peu, je suis très étonnée par la défiance face à des procédures qui sont si simples à mettre en œuvre. Et je comprends pas bien, je dois dire. On peut même ajouter que je complète ton propos, Gwenaëlle, le juge administratif, quand c'est un particulier qui arrive, il est extrêmement bienveillant. C'est-à-dire que même si c'est mal rédigé, même si c'est pas très clair et même si c'est pas complet, il va rechercher dans le texte qui va lui être proposé, dans l'argumentation qui va lui être proposée, des arguments de nature juridique. Donc il ne faut pas forcément être avocat ou juriste, il faut juste exposer son histoire et ça peut parfois suffire à provoquer une décision favorable. Oui. Mais même si on perd, je pense que même si on perd au cas d'espèce, c'est pas très grave parce que l'école, ça l'a embêté d'être là, le rectorat, ça l'a embêté d'être là, ça a embêté tout le monde cette affaire-là. Et ils essaieront l'année prochaine de faire mieux. Moi, j'ai l'impression, en tout cas dans ma pratique, vous êtes dire qu'il y avait des associations
Ouais, je comprends. Mais les associations généralistes comme la Ligue des droits de l'homme ne prennent pas en charge ce genre de dossier. Pourquoi il faudrait segmenter tout par type de handicap et tout? Enfin, je comprends que c'est dans les faits, ça se passe comme ça, oui, je comprends bien. Mais on n'est pas obligé de s'y résigner. Pourquoi une association généraliste, voilà, la Ligue des droits de l'homme pourrait former La Ligue des droits de l'homme, ils ont bien décidé de s'occuper beaucoup de la scolarisation des enfants roms. Alors que les enfants roms, de toute façon les roms en général, il y a des associations entre guillemets spécialisées. Et la Ligue n'est pas non plus spécialisée dans les questions scolaires. Et pourtant, elle a décidé que voilà, les refus d'inscription d'enfants roms, ça suffisait comme ça. Et ils se sont mis à faire des référés. Mais ça dépend où ils sont. Hein, ça dépend. Les comités locaux sont plus ou moins actifs. Je fais pas partie de la Ligue des droits de l'homme. Hein, je m'engage à rien là. Madame, au troisième rang, vous avez une question? Oui, merci. Juste, je voulais poser la question suivante. Enfin, c'est peut-être une observation, mais à vouloir prendre en compte les besoins minoritaires. Alors, je fais référence à la circulaire de 2013 sur les situations critiques. Donc, moi, je suis en agence. Je ne suis pas représentative d'association. À prendre en compte les situations critiques, qui est la circulaire de 2013, donc qui prend en compte, je dirais, des situations particulières dans le champ du handicap. Est-ce qu'on ne remet pas en question, finalement, ce principe de non-discrimination? Voilà. Je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas le texte à l'esprit, je ne le connais pas. Je suis désolée. Là, je ne vois pas le contenu de cette circulaire, je ne connais pas. Alors, si je le résume, c'est considérer et donner la priorité à des situations de handicap qui sont très complexes, qui mettent en danger à la fois la personne, sa famille, son entourage, et qui nous demandent à nous, en tant qu'agence, d'intervenir, notamment de faire pression auprès des établissements. Et de ce fait-là, alors je me mets à la place des familles, ce sont des situations qui peuvent passer devant d'autres familles, prioritairement, notamment des gens qui sont en liste d'attente. Et donc je pose la question de fait, si ça ne remet pas en question ce principe même de non-discrimination, puisqu'on crée soi-même des discriminations là. Ben ça, donc, en raisonnant par analogie, parce que je ne connais pas la situation précise, c'est exactement ce qu'on a dit à propos du DALO, le droit au logement opposable. Avec le DALO, aujourd'hui, vous avez des personnes en situation de grand dénuement qui grillent toutes les files d'attente, si je puis dire, qui passent systématiquement devant des gens qui sont juste pauvres, disons, mais quand même pauvres, hein, même très pauvres, mais ils sont systématiquement court-circuités par les prioritaires des prioritaires. Et tout le problème de la priorisation de l'action publique, elle est là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait, et est-ce qu'on peut ne pas le faire, ça je ne sais pas, il me semble que l'action publique est obligée de prioriser à un moment donné les besoins et de donner la priorité à ceux qui sont le plus en difficulté. Alors évidemment, si vous êtes juste en dessous du seuil de l'extrême gravité, c'est comme ça, mais c'est comme si vous êtes dans une salle d'attente à l'hôpital, vous attendez pour quelque chose de vraiment grave, mais vous comprenez bien que s'il y a un accident de la route, les gens passeront devant vous hein, à l'hôpital. Non, je crois que là, il y aura aucune action possible sur le terrain de la discrimination. On admet que l'administration, le politique, doit prioriser et qu'il y a des effets, certes pervers pour beaucoup de situations, mais il n'y a rien à faire d'autre. Je pense, il faudrait que je regarde la circulaire. Mais... Une autre question? Oui. Non, ce n'est pas une question, en fait. Une observation. En tant que responsable associatif, je ne vous entends pas parler. En fait, je représente l'UNAPI, qui est une association
donc, de défense des droits des personnes déficientes intellectuelles. Et donc ça existe, puisque c'est quand même le plus grand réseau en France. Et donc j'invite les professionnels, effectivement, je veux dire, à ne pas hésiter à aller voir nos actions, mais aussi, vous avez en général des associations qui gèrent vos établissements et services, donc de faire appel, puisque le droit des personnes, c'est, je dirais que c'est notre leitmotiv à tous. Je veux dire, vous en tant que professionnels, nous en tant que responsables associatifs. Et je voulais aussi, par rapport à la circulaire de 2013, l'UNAPI a fait une action justement, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur Amélie Loquet. Je veux dire, cette personne très lourdement handicapée. Et la réponse a été, donc l'effet pervers, ça a été effectivement sur la réponse accompagnée, mais la circulaire de 2013. Et donc effectivement, on a l'effet pervers. Donc ça, c'est un souci, un gros problème. Et puis, je voulais dire par rapport au peu de parents ou de personnes qui saisissent les tribunaux, tout simplement parce qu'il y a de la pudeur et qu'il faut exposer sa propre histoire. Et je peux vous assurer que pour trouver, je veux dire, et accompagner, parce qu'il y a tout l'accompagnement de cette famille et de cette personne, je veux dire, aux tribunaux, c'est extrêmement complexe et parce que des situations de discrimination, on en entend tous les jours. Tous les jours, on a des appels au niveau du siège. Mais pour les accompagner, pour qu'ils acceptent, c'est une personne sur 300 qui accepte, parce que c'est extrêmement compliqué, c'est exposer son histoire et celui de son enfant. Donc c'est un des freins majeurs, malheureusement. Ouais. Ça, on le sait très bien aussi pour l'accès à la discrimination raciste. Les gens ne veulent pas y aller. Ou alors quand ils ont la chance, entre guillemets, d'être discriminés à la fois en raison de leur couleur et parce qu'ils sont syndicalistes, ils vont aller faire une action pour discrimination syndicale. Mais si à un moment donné, quelqu'un dit « mais c'est pas aussi parce que vous êtes noir et tout ça », ah non, jamais, ça, ils veulent pas entendre parler. Mais ça se comprend, vous avez entièrement raison de pointer ce fait qui est très bien étudié pour ce contentieux-là de la discrimination. Avant, on disait la même chose aussi pour le viol, le harcèlement, etc. Les gens n'ont pas envie, c'est très intrusif par la force des choses, le procès, et notamment judiciaire. En droit administratif, ça ne se pose pas, hein, mais dans l'ordre judiciaire. Et c'est vrai que les gens se sentent évidemment nus, en fait, mis à nu, et c'est difficile, ouais, surtout que c'est des choses douloureuses dont il est question. Donc oui, ça c'est un obstacle psychologique dont je n'ai pas parlé, mais vous avez vraiment, merci de le signaler, parce que oui, c'est le cas, quoi. Oui, je voudrais apporter un petit peu de contradiction sur le rôle de l'UNAPEI, puisque c'est aussi un des plus gros employeurs, gestionnaires d'établissements de France, sur les établissements accueillant des personnes ayant un déficit intellectuel. Mais d'un autre côté, c'est aussi eux qui gèrent, notamment par les ADAPEI ou les APEI. Je signale que je suis un ancien dirigé d'APEI depuis des années. On sollicite assez peu le contentieux parce qu'on est aussi dans le compromis ou dans la négociation avec l'éducation nationale ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que l'association en tant que telle pousse pas, les associations ne poussent pas tellement parce que on va éviter du contentieux parce qu'on préfère aller négocier autre chose. Moi, j'ai fait la négociation de CEPOM. On aurait pu très bien aller sur du champ du contentieux, pour reprendre ce que disait le monsieur. Mais ceci étant, qu'est-ce qu'on va gagner à aller sur du contentieux ou qu'est-ce qu'on va perdre en contrepartie dans nos négociations par ailleurs? Et je pense que cette position qui est un peu double, que je n'avais pas vue jusqu'à présent, mais c'est en vous entendant, madame, tout à l'heure, je m'aperçois que la position est un peu difficile à tenir, quoi. Et puis, il se trouve qu'on a malgré tout une formation aussi, la plupart des dirigeants de ces structures-là, qui viennent quand même d'une école qui s'appelle l'école des hautes études en santé publique, qui est quand même une école publique et on est sur des modèles quand même d'application de l'administration. On n'est pas des personnes formées, il y a quand même fondamentalement un problème culturel où on n'est pas sur des fonctions d'empowerment et voilà. Pour la petite histoire, je siégeais aussi à l'URIOPS et quand j'ai demandé à ce que les thèmes d'empowerment soient pris en compte dans le projet associatif de l'URIOPS de la région dans laquelle je suis, j'ai perdu mon mandat d'administrateur. Oui, je connais très bien, oui. Mais les relais locaux, effectivement, servent quand même de filtre important. C'est tout le paradoxe de l'UNAPEI. Voilà.
prendre la parole à nouveau? Oui. Ah, non, je ne veux pas parler. Non, c'était juste un signe pour dire 5 minutes, c'était pas une volonté de prendre la parole. Juste peut-être un peu brièvement, parce que ça risque peut-être de nous prendre un peu de temps, mais j'ai le souvenir de circulaires ou en tous les cas de dispositions européennes extrêmement précises sur le champ de l'inclusion qui finalement se sont retrouvées très tardivement dans la loi de 2005, quasiment 6 ans après. Vous avez une explication par rapport à cette lenteur française? Sur quel thème précisément? Sur le fait que, par exemple, les parcours, l'école pour tous, par exemple, on a une circulaire de 1999, une circulaire européenne que l'on retrouve quasiment dans son intégralité dans un certain nombre de dispositions de la loi. Ouais. Donc je trouve que l'on est en effet assez souvent à la traîne par rapport aux dispositions européennes. Oui, mais là, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue la question des gros sous dans toutes ces histoires. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi que pour la mise en accessibilité du bâti, par exemple, il y a systématiquement des délais qui sont accordés et quand on ne les atteint pas, on étend les délais parce que tout ça coûte énormément d'argent. Donc là, ce n'est pas du bâti, c'est un service public. Donc l'accès à l'école pour tous les enfants, bien souvent, il y a quand même des dispositifs d'accompagnement qu'il faut prévoir ou au minimum des dispositifs de formation des maîtres. Ou même d'accompagnement quand il s'agit d'avoir un assistant de vie, etc. Je pense que la question de l'argent joue un rôle quand même assez important, sans connaître les détails précis des retards dont vous parlez. Il ne faut jamais quand même complètement perdre ça de vue. L'administration et le gouvernement, le Parlement aussi, quand ils votent le budget, ne sont pas spontanément enclins à dépenser toujours plus d'argent. D'où l'intérêt de l'aiguillon. Il faut les aiguillonner. Alors, le cas Blétard que citait François est particulièrement scandaleux, puisqu'effectivement, il n'y avait pas de mise aux normes d'un bâtiment. Et il a été décidé que s'il n'y a pas de mise aux normes de l'établissement, vous serez indemnisé au cas par cas si vous pouvez montrer un préjudice anormal et spécial, c'est-à-dire spécial qui vous est propre et anormal qui est assez gros. Ça veut dire en gros que la plupart des gens ne seront pas indemnisés. Et là, le Conseil d'État a vraiment pris parti pour l'administration qui n'avait pas réuni les fonds. C'est vrai, c'est le palais de justice de Béthune. Ça coûte extrêmement cher de mettre aux normes le palais de justice de Béthune pour un avocat en fauteuil roulant dans tout le barreau. Et c'est très cher, tout ça coûte beaucoup d'argent. Mais la question que je me pose toujours, c'est pourquoi quand on va en Allemagne, on voit que tout est aux normes, ou presque. Quand on va même au Royaume-Uni, tout est aux normes ou pas, ou presque. Pourquoi nous, il n'y a rien? Moi, je crois qu'il y a quand même aussi un problème d'indifférence. Il ne faut pas se leurrer. C'est une question d'indifférence. Je vous donne juste un exemple dans mon milieu professionnel, à l'université. Quand nous organisons un colloque, il nous est arrivé récemment de recevoir une demande de gens qui disaient, voilà, nous, on aimerait participer au colloque, mais on aura besoin d'une traduction en langue des signes. Et nous pouvons d'ailleurs, ils faisaient tout le boulot à notre place, nous pouvons d'ailleurs vous conseiller telle entreprise qui vous donnera les traducteurs en langue des signes, etc. On regarde, on dit, le prix, ça coûte 8 000 euros, 5 000 euros, ou je ne sais pas combien, enfin bon, bref, ça coûtait cher. Ça va renchérir le coût du colloque, etc., etc. Et ils ont tout fait. Et là, mais ça a été l'objet d'un bras de fer énorme, parce que moi, je trouve ça tout simplement dégueulasse, en fait. Cet argent, on l'a, mais on ne veut pas le donner pour payer la traduction en langue des signes au motif qu'il n'y aura que 4 personnes qui veulent assister. Alors que si on avait dit « on peut aussi filmer le colloque et le mettre en ligne sur notre site, ça coûtera la même somme, 4 000 euros », là, tout le monde aurait été d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que l'argent, on peut le trouver. Simplement, quand c'est des choses qu'on juge utiles pour soi, l'argent, on le trouve. Par exemple, là, filmer le colloque et le mettre en ligne. Quand c'est pour des personnes handicapées, l'argent, on ne le trouve plus. Et là, je crois que ce qui est quand même assez important, c'est l'aiguillon. Pas seulement donc la menace contentieuse, j'ai peut-être un peu trop mis l'accent là-dessus, mais c'est aussi que nous, chacun, dans notre vie quotidienne, là, par exemple, dans l'organisation de ce colloque dont je vous parle, c'est une simple anecdote, mais dire aux gens, mais t'as pas honte? Enfin, je veux dire, t'as pas honte? Et je pense que ça peut jouer, voilà. Mais je ne sais pas si ça répond pas tellement à votre question, mais sur l'administration qui traîne les pieds, je voulais juste dire qu'il y a la question de l'argent, mais après je me suis moi-même reprise en disant non, la question de l'argent, c'est pas non plus déterminant, parce que l'argent, quand on en veut vraiment, on en trouve. Donc c'est une question de priorité,
politique ou morale ou ce qu'on voudra. Mais ça, on en est collectivement responsable. Monsieur. Oui, alors j'ai trouvé passionnant votre intervention. Je m'interrogeais sur la question d'une forme de réticence qu'on a effectivement d'aborder la question du handicap uniquement sur cet aspect de non-discrimination. Et donc, je suis responsable d'un master sur les questions de handicap. Donc, c'est des questions qu'on se pose tout le temps. On aborde avec nos étudiants les différentes approches du handicap et on se pose cette question-là. Historiquement, vous avez bien montré que toute cette approche par la lutte contre les discriminations, elle vient du secteur du racisme, noir-blanc aux États-Unis, hommes-femmes, homosexuels, etc., où on est dans des questions qui sont typiquement, effectivement, des questions de droit entre des personnes, etc. Le handicap, on sent bien que ce n'est pas réductible à cette question-là, qu'il y a des tas d'autres dimensions derrière. On a parlé de l'emprise historique de la dimension médicale. On est sorti de ce tout médical, mais en même temps, dans pas mal de situations de handicap, il y a une dimension médicale. Il y a une dimension architecturale, comme vous avez pu me dire, ergonomique, une dimension éducative. Et effectivement, d'aborder la question du handicap par cette entrée, et si elle devenait unique, de la discrimination, quelque part, ça interroge. C'est réducteur, incontestablement. C'est réducteur, oui, oui. Ça gomme toute une série de choses, on est bien d'accord. Et j'ai l'impression qu'alors, autant je suis convaincu par les arguments là qui sont donnés que ça peut être un aiguillon, qu'il faut y aller là-dessus parce que ça peut faire bouger les choses, autant socialement, ça pose la question de ne considérer la question du handicap que sur ce regard des non-discriminations. Et j'en veux un exemple local. Là, on est, nous, en relation avec la région et la nouvelle région Nouvelle-Aquitaine. L'ancienne région Poitou-Charentes avait une mission handicap vraiment avancée sur ces questions-là. Cette question du handicap n'existait pas dans l'ancienne région Aquitaine et on lui a fait une petite place dans le champ des non-discriminations. Et effectivement, le handicap se retrouve avec les LGBT, quoi. Je veux dire, je caricature et je vais un petit peu vite. Et forcément, on a du mal, y compris nous, avec des personnes en situation de handicap ou des associations, à trouver véritablement la place dans ce champ-là. Oui, oui. Je vois très bien l'argument. Beaucoup se place sur une manière de le reformuler. Je ne sais pas si je le reformule bien, mais beaucoup disent en fait, il ne faut pas raisonner en termes de discrimination. La discrimination étant toujours ciblée, il y a une victime, il y a une cible de la discrimination, donc les personnes handicapées. Il faut raisonner en se plaçant sur le terrain de ce qu'on appelle le conçu pour tous. Le conçu pour tous, c'est-à-dire au lieu de se dire on va construire des autobus qui n'excluent pas les personnes handicapées, parce que formuler ça comme ça, d'abord ça peut braquer les gens d'en face, ensuite ça fait un truc catégoriel, on se met vraiment dans la maison de la non-discrimination et on sait que c'est une maison qui prend l'eau à divers égards. Alors que si on se met sur le terrain du conçu pour tous, on dit voilà, on va faire des autobus auxquels pourront accéder les personnes qui poussent des poussettes, ceux qui ont des grosses valises, ceux qui sont âgés, ceux qui sont fatigués tout simplement, ceux qui ont des gamins en bas âge. Bref, on va faire conçu pour tous, c'est-à-dire on va raisonner en étant inclusif au maximum dans tous nos produits. C'est ce qu'on appelle aussi la conception universelle en termes de produits manufacturés. Il y a toute une littérature au sein de l'ONU sur la conception universelle. Et là, du coup, on pointe personne, là. On ne dit pas c'est pour tel groupe. Et c'est un substitut très utile ou un complément, je ne sais pas, à l'approche par la discrimination. Mais alors du coup, ça n'a rien à faire dans le type de service dont vous parlez, le type de délégation dont vous parlez, qui est lutte contre la discrimination à proprement parler. Ce serait plutôt, oui voilà, citoyenneté inclusive, ville pour tous. Effectivement, c'est pas le même braquet du coup. Une ultime remarque peut-être, et après je vous invite à aller déjeuner. J'apporte mon soutien à Gwenaëlle Calvez. En tant que juriste, on a souvent une vision un peu pathologique du monde, et donc on se focalise, c'est vrai, sur les discriminations plus que sur l'inclusion, qui relève davantage des politiques publiques et pas forcément du droit au sens strict du terme. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions ou observations, je vous remercie. Nous nous retrouvons donc à 13h40 pour la reprise de nos travaux. Bon appétit.